Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez peut-être le remarquer tout de suite, je n'ai pas la même voix que d'habitude. J'ai retrouvé un minimum de voix, ce qui n'était pas le cas depuis, on va dire, 4-5 jours. Et qu'il faut que je vous filme cette vidéo parce que sinon vous n'aurez pas de vidéo pour dimanche. Voilà. On va avoir une voix cassée, une voix en peine, un corps en peine. Voilà, je suis assez souffrante et ça a du mal à passer. Je voulais simplement vous faire une vidéo aujourd'hui que j'aime beaucoup. C'est une vidéo que j'avais fait l'année dernière qui s'appelle le Mid-Year Freak Book Tag, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il y a les mots. M'a redonné envie de le faire parce que j'ai vu la vidéo de Paper Palace il y a 2 jours sur le sujet et elle était vraiment très chouette. Je vous ai fait un bilan de mi-année de lecture il y a 2-3 semaines où c'était vraiment mon top des lectures. Là on va balayer un petit peu plus large avec des déceptions, des surprises. Bien sûr on va essayer de parler un peu de nos lectures de ces 6 derniers mois. Je voulais simplement vous rappeler les petites dates de septembre pour les dédicaces parce que là je fais pas de dédicaces cet été et je voulais aussi vous rappeler qu'il y a les précommandes en cours pour La Forêt aux Fleurs d'Or qui sortira le 16 août. J'ai l'impression que cette vidéo va être très chiante à regarder pour vous parce que j'ai l'impression d'être au bout de ma vie. Voilà, et aujourd'hui on va balayer un petit peu tout ça. J'ai lu actuellement 83 livres, on est début juillet. C'est un bilan assez mitigé en termes de lecture. Je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, mais ça peut paraître énorme pour certains, et c'est énorme, hein, on va pas se le cacher, mais c'est loin d'être le rythme de lecture que j'avais il y a quelques années. Il y a quelques années, j'étais plutôt autour des 200 livres par an. Quelle belle époque, voilà, où je n'étais que simple étudiante et malgré les petits boulots que j'avais à côté, j'arrivais quand même à dégager plus de temps que j'en ai maintenant. Je dois dire que en faisant le tag, je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de mal à répondre à certaines questions parce que cette année, je dois dire que je suis assez déçue de mes lectures. C'est dû, je pense, à 2 faits assez majeurs. Le premier, c'est que les partenaires avec qui je suis partenaire depuis quelques années, certains ont changé de ligne éditoriale, certains, et je vais en parler un petit peu dans cette lecture, ce qui fait que ça correspond moins à mes lectures, et comme c'est les services presse que je reçois, logiquement, voilà, j'ai reçu pas mal de services presse qui n'étaient pas du tout destinés, on va dire, pas à ma tranche d'âge, mais à mon type de lecture. J'ai reçu pas mal de young adultes non sollicités par exemple. J'ai reçu de la romantaisie et je pense que les éditeurs n'ont pas du tout ciblé la bonne personne pour ça. Et il y a aussi le fait que la fatigue, le rythme booktube et tout, pousse, je trouve, à apprécier un peu moins ces lectures. Du moins, c'est ce que je me fais comme réflexion depuis ces dernières années. On vit tous, on va dire, l'aventure booktube de façon très différente. Moi j'ai toujours eu sur cette chaîne une volonté d'être assez sérieuse sur mon rythme de publication. Je m'y consacre énormément et voilà, j'ai un métier qui me permet de faire doublon avec ça, dans le sens que la chaîne est liée à mon activité principale, qui demande une certaine régularité, une certaine discipline en termes de lecture, c'est-à-dire qu'il faut lire beaucoup. Sur ma chaîne, j'ai créé une atmosphère où il faut lire beaucoup, il faut lire de façon efficace et raisonnée, dans le sens que les critiques doivent être quand même un minimum développé, et bien sûr je continue à lire pour le plaisir, c'est pas cette question-ci, mais je suis dans une lecture qui est dite active, c'est-à-dire que je pense toujours à l'après-lecture et ce que je peux vous en dire, ce qui fait qu'on est moins dans le phénomène de détente, de tu prends ton petit livre sur le bord de la plage et tu découvres une histoire. C'est quelque chose qui est moins le cas. Il y a le fait aussi qu'on est très influencé par les autres booktubeurs, le monde du livre. On ne lit pas forcément de la même manière, on n'a pas les mêmes enjeux derrière les lectures. Voilà, ça fait partie un petit peu des désavantages de cette activité-ci. Et donc c'est vrai que cette année, il y avait une question sur les plus grosses déceptions. J'en avais beaucoup des déceptions. Après j'avais beaucoup de livres aussi où j'avais pas d'attente. Donc voilà, c'est compliqué, mais moins de très bonnes lectures, quasiment pas de coup de cœur, beaucoup de lectures, ouais, voilà. Et c'est vrai que j'attends au tournant. Je suis toujours très heureuse de pouvoir lire un bon livre parce que ça m'arrive de moins en moins selon mes goûts, peut-être que j'ai plus d'attentes aussi. Début d'année est plutôt moyen en termes de lecture pour mon rythme de lecture, moyen en termes de découverte, même si je trouve que alors je suis restée beaucoup dans l'imaginaire,
mais j'ai retesté des genres, j'ai essayé de lire la young adulte, de la jeunesse, j'ai essayé de varier sur certaines choses, et voilà, c'est vrai que la fin de l'année, j'ai très envie de lire des essais et ce genre de choses en ce moment. Donc là je finis un petit peu ma palle qui est pas très grosse, hein. Je suis sur une palle je pense de 15 livres, j'ai d'autres livres que je peux pas lire parce que j'ai pas les premiers tomes ou qu'ils sont pas disponibles en ce moment, et c'est vrai que j'ai envie aussi de découvrir d'autres séries vers la fin de l'année. L'automne et l'hiver je suis plus sur les grosses sagas de fantasy, et j'ai déjà un petit peu noté qui je vais continuer à lire. Quelle a été ma meilleure lecture? C'est compliqué, vous savez, moi j'ai du mal à classer mes lectures. On va dire que j'ai eu 2 lectures marquantes, et comme j'ai pas envie de faire doublon avec la vidéo de mon top, ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai tourné la vidéo, alors dans mon top il y a bien sûr La Cité diaphane d'Anouk Faure que j'ai énormément aimé, et je vous conseille d'aller voir mon update lecture ou cette vidéo en question pour avoir un avis un peu plus poussé, mais c'est de la fantasy assez sombre, dark fantasy, qui s'inspire du jeu Dark Souls, où on va suivre un archiviste qui va être envoyé dans une cité qui s'appelle Roche Étoile. Roche Étoile, c'est une grande cité auparavant, peuplée d'humains et entourée, on va dire, de spectres, donc ça a été un petit peu dangereux. Et cette cité va chuter, et on pense que c'est l'eau qui a été contaminée. Et sur place, cet archiviste va faire la rencontre d'un forgeron, d'un lépreux, d'une jeune chevalière, et il va tout faire pour retrouver la princesse qui va peut-être lui dire ce qui s'est passé en réalité. C'est un livre qui est magnifique dans l'ambiance, dans le sens que c'est très glauque, c'est très sombre, qui réinterprète créatures qu'on connaît comme la licorne par exemple, et il les réinterprète de façon intelligente. C'est un roman qui est surprenant par sa narration et ce que ça raconte, et moi j'étais conquise par la plume et par l'ambiance. Celui-ci, vous ne l'avez pas encore vu sur la chaîne, peut-être en book haul, oui vous l'avez vu en book haul, mais je l'ai terminé, et malheureusement j'avais du retard sur mes updates lecture, et donc c'est un livre qui va être seulement en update lecture au mois d'août, parce que voilà, il fallait que je fasse d'autres chroniques avant, et je vous parle donc de Nous parlons depuis les ténèbres, qui a été, je pense, une de mes meilleures lectures, et ça m'a vraiment remué comme lecture, c'est pour ça que je pense qu'il est dans mon top 3, et en ce moment c'est un peu, j'ai l'impression, la meilleure lecture que j'ai fait récemment. Il s'agit donc d'une anthologie un petit peu particulière, parce que ce qui m'a plu aussi ce qui m'a plu premièrement dans ce texte, c'est l'engagement qu'il y avait derrière. Donc déjà le travail éditorial est magnifique, c'est une illustration d'Anouk Faure, on fait les liens sur cette chaîne, on fait les liens entre Anouk Faure auteur et Anouk Faure illustratrice, qui est aux éditions Goether, et c'est le premier livre d'une nouvelle collection qui va être lancée, donc qui va être vraiment des recueils de nouvelles sur une thématique bien précise. En fait ce livre il a été pensé comme étant un pied de nez à une idée assez prégnante en fantaisie française, c'est le fait que l'horreur n'est pas écrite par les femmes. Alors je vous en ai déjà parlé, le milieu de l'édition français est un milieu extrêmement sexiste. Sexiste dans sa structure, c'est-à-dire qu'une majorité de femmes y travaillent, mais ont toujours des postes inférieurs aux hommes. Je veux dire, quand vous allez dans une maison d'édition, les hommes sont toujours au grand poste, et les travaux où les femmes sont toujours en dessous. C'est extrêmement rare le contraire. Voilà, c'est un milieu aussi qui est très sexiste avec les autrices. Le milieu de l'imaginaire notamment, parce qu'il y a d'autres milieux comme la BD aussi qui est très connu pour son sexisme ambiant. C'est un milieu où quand on est une femme et qu'on écrit de l'imaginaire, on va forcément nous cataloguer dans la jeunesse. Ça c'est quelque chose que ça arrive très souvent, et je peux vous dire qu'en salon, nous on a un nombre de remarques là-dessus. Souvent les gens nous demandent si c'est de la jeunesse, parce qu'on est des femmes qui soit sont à l'écriture, soit à la gestion de la maison d'édition, et l'horreur en France c'est déjà un genre qui est considéré, je pense, comme le pire sous-genre. Vraiment, vous avez on va dire le policier et tout ça, la fantaisie, et vous avez l'horreur qui est vraiment le sous-genre du sous-genre. En France on n'a pas d'énormes auteurs comme les Américains ou les Anglais d'horreur fantastique. On n'a pas de Lovecraft, on n'a pas de Poe, on a un petit Maupassant qui a écrit les récits fantastiques, mais on n'a pas de grands auteurs, même actuellement, qui sont lus dans le monde entier, qui sont reconnus pour leur travail. Voilà, on a Shirley Jackson, ce genre de personnes, c'est assez... c'est pas très mis en avant, alors qu'on a des auteurs en France qui écrivent de l'horreur, hein. Tu t'as qu'à aller en salon et tu en vois. Nous on en publie aussi un petit peu dans les 3 Nornes, mais je peux vous dire que ça surprend toujours quand on dit que Les Objets Maudits c'est de l'horreur fantasy, parce que les gens ne s'attendent pas à ce qu'une femme écrive ça. Et ce livre a besoin de contexte, c'est pour ça que je vous en parle. Donc c'est en fait des autrices
qui se sont dit on en a marre de ça, on a envie de mettre l'horreur en avant parce qu'on adore ça, et qu'on a envie de prouver que les femmes sont des très bonnes autrices d'horrifique. Et on va donc retrouver dans ce recueil autant des autrices assez célèbres que des gens qui écrivent de l'horreur depuis des années et qui sont un petit peu moins connus du grand public, que des gens qui sont par exemple des éditeurs de maisons d'édition. Préface qui est fait par Estelle Faye, la dernière nouvelle qui est faite par Estelle Faye. Il y a une nouvelle d'Aurélie Wallenstein qui est exceptionnelle, j'ai adoré. Floriane Soulas par exemple, pour les noms qui pourraient vous parler. On a Morgane Cossarieux par exemple qui est assez connue dans le milieu, on va dire un petit peu glauque fantasy, glauque imaginaire. On a Mickey Papos qui est une figure emblématique de la collection noire des éditions Rivière Blanche. On a Morgane qui est l'éditrice de Noir d'Absinthe, qui est une maison d'édition qui est plutôt tournée vers le gothique et le sombre, voilà. On a Cécile Guillot qui est la fondatrice du Chat Noir, voilà. On a toutes ces maisons d'édition qui sont des petites maisons d'édition indépendantes qui proposent des choses qui sont hors normes et voilà, beaucoup de fantaisie, soit gothique ou ce genre de choses, soit épouvante. Et j'ai adoré ce texte parce que déjà les nouvelles sont très bonnes pour la plupart. J'ai été très surprise par certains textes. Alors je peux vous dire que la nouvelle d'Aurélie Wallenstein est sans doute une des pire en termes de glauque que j'ai lu de son travail, c'est-à-dire que on est sur le délire du dieu oiseau. Pour vous prendre un exemple juste de cette nouvelle parce qu'elle est quand même assez marquante, c'est une histoire en fait où on va suivre un peuple qui est plutôt marqué par la maladie, voilà, physiquement, qui tous les ans, il me semble, certains jeunes vont être raflés par un autre peuple qui est en très bonne santé. On va suivre une jeune fille qui a 17 ans, c'est sa dernière année pour être sélectionnée. Et malheureusement qui va être choisie. Et sur place, elle va être sacrifiée. Et je vous en dis pas plus. C'était glauque, c'était horrifique, c'était bien pensé, j'ai adoré. En fait, j'avais qu'une envie, c'est que Aurélie Wallenstein nous fasse un roman sur cette histoire. C'était passionnant. Pareil, alors Estelle Faye fait une histoire de réinterprétation de Sirène que j'ai adorée en Écosse. On va avoir autant de la science-fiction, par exemple avec Floriane Soulas, c'était plus quelque chose de SF. Et en fait, l'horrifique, ça peut être autant du gothique, de l'épouvante, du dégueu, voilà. Et ça peut être aussi quelque chose qui est très loin du carcan habituel de vieille époque, avec une ambiance sombre. Il y a notamment une nouvelle qui m'a énormément marquée, faut que je vous... Voilà, c'est une nouvelle de Morgane qui s'appelle « Tu aimes les enfants », qui à mon sens est une nouvelle extrêmement violente, mais qui se place dans un carcan moderne. En fait, l'horreur, elle n'est pas forcément derrière les créatures fantastiques qui l'épouvantent, il peut être d'une façon autre, c'est-à-dire que là, on va suivre un professeur d'école qui est en fait un prédateur pour les enfants, et on va le suivre dans sa tête, c'est un peu comme Lolita, voilà. Je suis en train de lire Ma sombre Vanessa en ce moment, qui est une réinterprétation, on va dire, plus moderne de Lolita. Et ce qui est passionnant, c'est d'être dans la tête de ce mec et de voir le monstre. Voilà, c'est lui le monstre derrière, c'est le monstre moderne, c'est le monstre qu'on croise sûrement tous les jours quand tu vas chercher ton pain. Et c'est vrai que la nouvelle est affreuse, et le dénouement, vraiment, la nouvelle est très choquante de cette manière-là, mais j'ai vraiment accroché, c'était vraiment passionnant. Donc voilà, je vous le conseille énormément, ce livre, parce que déjà c'est un très bel objet, c'est un truc engagé, il faut soutenir ce genre d'engagement, et je trouve que les nouvelles étaient très très bonnes dans l'ensemble. Voilà, donc félicitations aux autrices derrière ce projet, parce que merci de porter ces projets-là en France, c'est hyper important, et moi j'étais conquise par ça, et publier plus d'horreur, j'adore tellement ça, publier sans plus. Ce rythme-là, la vidéo va durer 1 heure, je le sens. Ensuite, je vais vous présenter la meilleure suite que j'ai lue. Faut dire en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas continué beaucoup mes sagas, et je me suis dit, c'était pas l'objectif de cette année. Voilà, il faut que j'avance dans mes sagas. Je pense que ça va être plus le cas de la deuxième partie d'année, parce que, en fait, je me suis rendu compte depuis que j'ai les 3 Nornes, et ça fait 1 an et demi surtout, que avec les salons, j'achète beaucoup plus en salon, sur des achats coup de tête, parce que les auteurs sont là, voilà, j'en profite, c'est de l'achat en direct, et je pense moins à réfléchir sur mes achats, de poursuivre mes séries. Le fait qu'il y a moins de salons en fin d'année, voilà, on va faire plus de dédicaces, qu'il y a moins de gros salons dédicaces en librairie, ou il y a moins de gros salons qui solliciteraient des achats un peu compulsifs de ma part, fait que j'ai envie de poursuivre mes séries, mes suites de séries. Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal de séries que je lis où on est en attente, en fait. Je suis dans l'époque où on est en attente, ou par exemple comme
Davoust, où j'ai avancé pour rattraper mon retard et en fait je me suis rendu compte que la suite ne sort qu'en 2024, donc j'ai pas envie de me précipiter, 2024 ou 2025, j'ai pas envie de me précipiter pour lire le dernier livre avant le dernier tome parce que je vais me retrouver à avoir oublié la partie de l'histoire la plus importante. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai adoré. Et en fait il a pas été dans mon top parce que je l'ai oublié. Vraiment je l'ai oublié dans la liste alors que sincèrement ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année. J'ai hâte de voir un peu comment va se conclure cette saga. Je vous présente donc Le sang dans la cité. Alors là je vous ai pris le premier tome, c'est parce que je me suis trompée. Mais c'est la Tour de la Garde et ici on est sur Capitale du Sud et le 3e tome de Capitale du Sud que je vous mets ici. C'est une histoire un peu particulière, hein. Je vous ai fait une vidéo consacrée écrite à 4 mains. Dans Capitale du Sud on va suivre Knox qui est un jeune homme au passé assez trouble qui est en train de se battre dehors si vous entendez des miaulements. Voilà, je n'interviens plus. Je n'interviens plus parce qu'à chaque fois je manque de me faire attaquer par le chat du voisin. Il va se retrouver mêlé à ces complots dans cette cité régie par des grandes familles. Et dans le 3e tome, c'est un récit, je trouve, digne des amateurs de Sims. Alors je m'explique. On va vraiment développer le fait de d'écrire comment on fonde une cité, comment on gère une cité, le tout avec une politique utopique derrière, avec un message politique derrière, et j'ai adoré ça parce que je pense que je suis une amatrice de, vous savez, de jeux de gestion, de jeux de comment on fait ça, et j'adore quand on nous explique le comment dans les histoires de fantasy, et c'est là une des premières fois où en fait j'ai ce type de récit qui a un peu touché cette fibre que j'ai en moi, et j'ai adoré suivre Knox dans comment je fais pour partir de ce petit terrain où il y a des serpents qui vont nous mordre et qui a des ruines, à fonder une cité pour les personnes qui fuient la leur pour des raisons politiques ou autres, et le tout en installant un régime politique que j'estime juste et solidaire. Et ça conclut un petit peu tous les nœuds narratifs de cette histoire très Frenchy sur les bords, dans le sens que on est vraiment sur le oui-oui baguette, là très inspiré on va dire de la cité phocéenne, et c'est vrai que c'est très particulier. J'ai pas forcément besoin de faire de la pub pour Le sang de la cité et la Capitale du Sud et Capitale du Nord parce que c'est quand même un gros succès en librairie, mais c'est un peu un ovni dans la littérature on va dire d'imaginaire français, dans le sens que c'est pas un récit qui ça va se taper dessus dans des guerres infâmes, ce genre de choses avec un élu, c'est juste un mec qui va devenir commis d'épicerie et qui va se retrouver en charge d'un pays, mini pays, et ça en fait je trouve la saveur et la douceur derrière la plume de Chamanedjian et du Vivier qui est quand même très chouette. Mais franchement ce 3e tome était excellent, j'ai adoré. Le problème a été réglé, il se battait tout simplement pour être à côté de la poubelle, ce qui c'est forcément un but dans la vie, mais le chat de mes voisins est extrêmement agressif avec Freya et avec les autres chats, et avec moi-même, c'est-à-dire que même moi elle essaye de... elle me crache dessus, elle m'attaque, donc voilà, je suis obligée de les engueuler comme une vieille marâtre pour dire arrêtez, vous me dérangez. Donc c'est tous les jours, hein. Tous les jours son petit problème. Alors leur sortie récente qui m'intéresse, alors j'ai pas mis de sortie récente parce que j'ai pas trouvé, sincèrement j'ai pas eu de choses qui me tentaient particulièrement dans ce qui vient de sortir, parce que si ça me tentait particulièrement je l'aurais acheté. Est-ce que c'est quasiment une sortie récente et que je pense l'avoir d'ici 3-4 semaines en main parce que je vais sûrement le recevoir en service presse. Je parle de L'ombre des dieux de John Gwynne qui est un texte qui va être publié chez Léa. Alors ce texte en fait j'ai une histoire assez longue avec celui-ci. John Gwynne c'est un auteur qui m'intéresse depuis assez longtemps. Alors je lis déjà sa saga des Terres Bannies, qui est une saga très sympa dans le sens que c'est de la fantaisie à papa des années 80 sans le sexisme et l'homophobie et tout ça, donc c'est assez chouette à lire, mais ça reprend vraiment les clichés du genre, donc c'est assez sympa quand t'aimes la vieille fantaisie. Mais en fait je voulais lire L'ombre des dieux, c'était un peu le texte que j'avais envie de lire de lui parce que ça va toucher la littérature on va dire des mythes nordiques. Déjà la couverture, alors j'espère que Léa va reprendre la même que la couverture anglaise, mais c'est super. Et la dernière fois que je suis allée en Angleterre, donc quand je suis allée voir Harry Styles en concert il y a un peu plus d'1 an à Glasgow, à Waterstone, il était vraiment mis en avant et j'ai pas acheté je crois de livres quand on est allé à Glasgow, mais il me faisait énormément envie d'acheter parce que je savais qu'il allait être traduit en France, parce que ça a été un succès aux États-Unis, c'est quasiment sa série la plus connue, donc ça c'est vraiment mon attente. Et comme Paper, je vais pas faire très original sur ce que j'attends cette année comme lecture.
En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder ce qui sortait, je vois novembre 2023, The Wind of Winters de George R.R. Martin. Je suis en mode, comment ça? Voilà, parce qu'il y a des choses que j'attends. J'aimerais vous dire qu'il y a Martyr, j'aimerais vous dire qu'il y a le tome 4 des Salauds Gentilshommes, j'aimerais vous dire qu'il y a le tome 3 du Nom du Vent. Mais ça sera pas encore pour cette année. Ça sera pas encore pour cette année. J'ai envie de vous parler de la nouvelle sortie qu'il va y avoir chez les éditions donc Toussaint Louverture, qui est donc Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell, qui est donc l'auteur de Blackwater. En fait, l'éditeur a décidé de publier tous les textes de l'auteur. En fait, c'est l'édition. Parce que moi, j'adore leur collection chez Toussaint. Déjà, j'adore Toussaint Louverture, tout simplement. Mais j'aime beaucoup le travail éditorial qu'ils font tout autour de ça. Et j'ai hâte de savoir de quoi va parler ce texte. Et surtout, je pense que c'est encore fantastique et tout ça. Parce que j'ai hâte de voir comment ça va être de lire un livre de 500 pages de lui. Même si Blackwater, en fait, c'était publié comme un peu un roman feuilleton, j'ai hâte de voir d'un seul coup si ça va être la même ambiance qu'avec Blackwater. Blackwater qui avait des défauts, mais que j'avais passé un très bon moment de lecture. Donc voilà, je pense qu'on est beaucoup à attendre Les Aiguilles d'Or. Mais maintenant, j'attends plus rien de la vie. Du moins, j'attends plus rien des sorties. Je suis plus du tout dans l'attente de quand va sortir ce truc-là, parce que je suis tellement dans le mood de la plupart de mes séries coup de cœur vont peut-être jamais avoir de suite, ou du moins je vais devoir encore attendre 10 ans, les gars. Ensuite, on va parler de la plus grosse déception. Alors, c'est la question où j'avais beaucoup de livres à vous présenter en déception, et même là, il y a un autre livre que je vais vous présenter après qui pourrait être considéré comme une déception. Il y a beaucoup de livres que j'ai pas aimés cette année, même que j'ai détesté. On va prendre l'exemple de Guild, que je ne vais pas mettre ici. Pourquoi? Parce que Guild, j'en attendais rien. Et pour qu'il y ait une déception, il faut une attente, voilà. Et Guild, j'en attendais rien, et ce livre, pour moi, n'est pas du tout un bon livre, et on ne reviendra pas sur cette affaire de Guild, mais simplement je trouve que c'est une catastrophe de A à Z, que ce soit éditorial et le texte. Et je voulais simplement parler d'un autre livre. Alors, la déception s'inscrit dans un mouvement nouveau qui s'appelle la romantaisie, vous savez, mon cheval de bataille. Voilà ce que je déteste au monde. Et en fait, on sait très bien que la romantaisie, ça va être une mode. C'est juste que j'espère que ça va pas durer autant que les vampires et que les faillis, parce que sinon ça va être long. Mais on est submergé de ça, et les éditeurs, le problème c'est que certains vont cacher le fait qu'il y a de la romantaisie dans leurs textes. Et surtout, c'est quelque chose qui est de plus en plus publié, parce que je vous rappelle que l'éditeur est pas là pour vous plaire, mais pour vendre. Et donc, je vais vous présenter, je pense, ma déception de l'année. Contrairement à d'autres, on me l'avait vendu, du moins ce que j'avais lu dans le catalogue où on m'a proposé le texte, c'est pas ce que j'ai lu. Je vous parle donc du Pont des Tempêtes, donc de Daniel L. Jensen chez Brajlon. Alors, c'était une déception sur plusieurs points, dans le sens qu'on m'a vendu ça comme de la fantaisie faite par Brajlon. Je vous rappelle que Brajlon est une collection d'imaginaire fantasy. Je sais pas, Gemmell, de Mark Lawrence, de Abercrombie. Donc en général, Brajlon était plutôt connu pour ses ouvrages où ça se tape dessus. Voilà, de la bonne fantaisie de bonhomme, comme on dit. Voilà, sans être sexiste pour signaler ça, mais c'est de la fantaisie qui était plutôt bourrine, guerroyante. Voilà, c'est la fantaisie que j'adore. Quelle était ma surprise quand j'ai découvert ce livre où on me vend une fantaisie épique avec une jeune femme qui va être envoyée par son père pour se marier avec l'héritier du royaume voisin et tout faire pour le tuer. On nous vend un truc comme un voyage, un truc d'assassinat, super chouette. La couverture, pour moi, éditorialement, c'est pas parce qu'il y a du rose que c'est pour la romance, c'est-à-dire que je trouve ça extrêmement sexiste comme biais, mais indiquer quelque chose qui ne m'inspirait pas forcément de la romantaisie. Dans le sens que il y a le serpent, les fleurs, c'était plutôt, j'imaginais quelque chose un peu à la Cuchiel, pour ceux qui ont lu, donc une fantaisie assez, on va dire, romantique, mais pas de la romantaisie, parce que pour moi il y a une différence entre les deux, parce que la fantaisie à la Cuchiel, c'est qu'il y a une petite romance en fond, qu'il y a des thèmes qui tournent autour du statut de la femme et de son corps et ce genre de choses. Donc la romantaisie, c'est de la romance avec un fond de fantaisie. C'est un peu l'inverse de Cuchiel. Cuchiel, c'est un gros monde de fantaisie où il y a un petit peu de romance derrière.
Et donc, quelle était ma surprise en découvrant que c'était totalement de la romantaisie où pendant, je sais pas moi, 500 pages, non, 300 pages, 400 pages, le livre est écrit comme si tu avais besoin de lunettes pour le lire tellement c'est écrit gros. C'est un livre qui est clairement de la romance avec un univers d'imaginaire qui, à mon sens, est assez problématique derrière parce que je trouve que le texte est assez orientaliste sur les bords, c'est-à-dire qu'il y a une vision de l'Orient parce qu'il y a des inspirations qui est pas terrible, voilà, qui est quand même très fantasmé et qui entretient des clichés qui sont pas, je pense, très appréciés par les gens qui sont issus de ces pays ou qui vivent dans ces pays. Ce pont, parlons du pont. On n'a pas d'informations sur le pont, genre la fantaisie est super mal développée. C'était une très très grosse déception pour ça parce que je m'attendais à quelque chose de sympa. En plus le livre, Bragelonne a vraiment fait un travail de beauté pour le rendre attractif et tout ça. Et ça a été une déception aussi vis-à-vis de Bragelonne dans le sens que je sais pas ce qu'il fout chez Bragelonne ce texte. Du moins dans la collection Bragelonne. Soit, alors ça peut pas être chez Big Bang parce qu'il y a du olé olé. Même si, sincèrement, ça, à part ces scènes-là, c'est digne d'un récit de young adulte pas très très bien écrit parce que c'est pas très poussé. Mais pourquoi ça n'a pas été publié chez Milady? Vous avez un truc qui s'appelle Milady, une collection destinée aux fantaisies un peu plus romantiques, voilà. Donc j'ai pas compris et je me suis sentie flouée, comme beaucoup de lecteurs de Bragelonne, sur cette lecture et vraiment, franchement, vous ruinez pas pour ce livre parce que certes, il est magnifique. Voilà, le chasse-page et tout, c'est sympa. Mais l'intérieur, j'ai lu des fanfictions bien mieux écrites que ça. Et l'histoire d'amour, même en soi. Alors, c'est peut-être moi qui ai un cœur de pierre, mais il n'y a rien de palpitant, il n'y a rien de beau. Et les personnages sont tape-nerfs et genre, vraiment, elle est insupportable, je trouve. Même si il y avait du potentiel, et c'est ça qui est dommage. On va parler de la plus grosse surprise. Ça a été difficile parce que je suis pas souvent surprise par les lectures. Donc en fait, je vais vous parler d'un texte où j'en attendais pas forcément quelque chose de particulier, ou du moins je testais la maison d'édition et j'étais surprise d'aimer autant. Ça s'appelle Nouvelles de l'Ouest. C'est Aube, il y a deux volumes. Donc c'est chez Livresse avec un regroupement, on va dire, d'auteurs. C'est du western horrifique. Et j'ai été surprise dans le bon sens, dans le sens que c'est vraiment de l'horrifique. Il y a des choses qui sont dégueu, il y a des ambiances particulières, il y a des nouvelles. Alors bien sûr il y a des nouvelles que j'ai pas vraiment aimées, il y en a même 2 que j'ai abandonnées, mais il y a des très très bonnes nouvelles dans le texte. Notamment j'ai beaucoup aimé la première qui est une réinterprétation de La Petite Maison dans la Prairie de façon très très glauque. Il y en a certaines qui sont très bien trouvées dans l'époque western avec les cultures de l'époque. On va retrouver par exemple l'Oiseau Tonnerre qui est un mythe, on va dire, un peu des Amérindiens. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont assez sympas, des choses assez glauques, et le parti pris est original, donc ça a été cool. Et en même temps, t'as des nouvelles qui s'inscrivent plus dans le moderne, un peu dans l'esprit Westworld, où voilà, ça change un peu. Et je dois dire qu'il y en a 3 ou 4 qui m'ont pas mal marqué. Qui m'ont pas mal plu, notamment celle avec ce village maudit où en fait il y a à chaque fois il y a un être qui va être touché par la malédiction et on va suivre un enfant qui va dénoncer son oncle et ça va avoir des conséquences importantes sur sa vie. C'est une très bonne surprise là-dessus. En plus, alors c'est vrai que la qualité du papier n'est pas forcément le point positif de ce livre, mais je comprends très bien que Livresse est une petite structure et que on fait comme on peut, et surtout j'aime pas mal la démarche où ils ont ils ont mis à chaque auteur vraiment une ambiance un peu western. Le livre est assez sympa. Alors ensuite, c'est La Personne Préf ou Crush. Alors je vous présente donc le tome 9 de L'Épée de Vérité avec mon personnage préféré qui s'appelle Richard. Je déconne. Voilà, je déconne. Laissons Richard dans les gens que j'ai envie d'assassiner. Et je vais vous parler de deux livres que j'ai aimés. Alors je pense que le personnage qui m'a le plus marqué ces 6 derniers mois, c'est le personnage de Emils d'Emmanuelle Chastelière, qui est la femme de donc Hannibal. Hannibal, le mec avec ses petits éléphants qui va taper les Romains. Emils, c'est une jeune fille qui va être déracinée, envoyée épouser un homme qu'elle va commencer à apprécier, Hannibal, qui va lui dire: ma cocotte, tu vas pas partir en guerre avec moi comme on l'avait prévu, tu vas aller à Carthage gérer la cité avec ma mère et ma sœur.
et là-bas va se retrouver mêlée à des jeux politiques et être contrôlée par ces dernières. Et j'ai eu beaucoup d'attachement pour Emils parce que c'est un personnage qui est très sensible, qui prend des décisions très difficiles. C'est un vrai parcours de femme et je trouve qu'Emmanuelle Chastelière a vraiment rendu un personnage attachant par ses défauts et par ses qualités. C'est un personnage auquel forcément j'ai eu de la peine dans ses décisions, notamment pour ceux qui l'ont lu, une décision importante dans son choix de vie et sur son corps. C'est un personnage qui va être en proie à l'amour et à l'abandon. C'est un personnage qui va vivre des choses très horribles, personnage qui est handicapé en plus. Et vraiment, je trouve que Emils, ça a été déjà une bonne lecture. Vraiment, bon, après j'aime beaucoup ce que fait Emmanuelle Chastelière, de ce que j'ai lu de lui. Mais surtout, j'ai trouvé que le texte était d'une sensibilité, qui abordait des sujets qui sont hyper importants et je suis très contente qu'il y ait des hommes aussi qui les abordent pour c'est un combat qu'on doit tous mener et je trouve que c'est important, ce combat de la liberté des femmes et notamment le libre choix qu'elles ont de leur corps. Et c'est vrai qu'Emils, ça a été une excellente lecture et ce personnage, je pense que vous allez tous vous y attacher, vraiment parce que c'est un petit bout de femme qui va se retrouver brinque-ballée un peu partout et qui va devoir s'en sortir et parfois c'est difficile et c'est vrai que les personnages féminins sont très chouettes. Et jusqu'à la fin, vous aurez un petit peu parfois le cœur serré de la suivre parce que malheureusement pour elle, la vie ne va pas être facile avec elle. Et enfin le crush, alors on va pas tortiller. Moi j'ai pas trop de difficulté à avoir des crushs littéraires, même si ça m'arrive de moins en moins. Quand j'étais ado, ça m'arrivait à chaque livre où j'allais épouser chaque personnage intéressant de l'ouvrage. J'ai mon petit crush, mais je l'ai depuis quelques années, mais on a conclu la saga. Et en même temps, j'aime le père et le fils. Et pourquoi choisir? Pourquoi choisir quand c'est dans notre esprit? Voilà, donc je vous présente Poudremage, Taniel. Est-ce qu'on en parle de Taniel, mon petit chouchou? Taniel, c'est le fils du général Tamas, que je ne crache pas non plus sur le père, je dois vous dire, qui est donc un jeune homme, c'est un soldat, qui est donc poudremage, c'est-à-dire qui manipule la poudre, et qui vit dans l'ombre de son père, qui a perdu sa mère de façon extrêmement tragique, elle a été exécutée devant ses yeux, je crois, et qui, le pauvre en plus, alors que on a envie de le soigner, parce que tu commences le récit, la femme de sa vie l'a trompé, voilà. Le pauvre en plus s'est fait tromper par sa femme, genre sa fiancée, et il est lié à une sorcière que j'adore qui s'appelle Capole. Et tous les deux vont devoir un peu se dépatouiller. Le pauvre Taniel va se retrouver dans des complots. Voilà. C'est un homme qui est drôle, intelligent, qui est plutôt bon soldat, on apprécie, qui est là pour les autres. Il y a une très belle histoire d'amour. En fait, j'aime aussi Taniel parce que j'aime la romance qu'il a avec un autre personnage. J'aime ça. Et puis, le papa, voilà. Général Tamas, c'est la classe. Genre, le mec, il arrive, les gens s'agenouillent, tu vois, vraiment. C'est, je veux dire, la première scène où tu vois Tamas, le mec vient de faire un coup d'état, relax, pépère, quoi. Je suis en mode... D'accord. Bref, j'adore la famille. Voilà, j'adore la famille et c'est un personnage qui est... Alors pourtant, moi qui n'aime pas du tout les militaires et tout ce qui est à uniforme, c'est pas mon délire. Je sais pas, dans ce texte-ci, en fait, on creuse un peu plus sous l'uniforme et ils sont sensibles. Surtout Taniel, je trouve que c'est un personnage qui est assez nuancé pour un personnage qui est plutôt belliqueux et dans l'armée. Tamas, c'est un peu plus froid, mais je trouve qu'il est attachant parce qu'il aime ses hommes, il défend son pays, c'est un personnage qui prend des décisions difficiles et qui est, il pue la classe, quoi. À un moment, quand on pue la classe, est-ce qu'on va pas tortiller pour pas avoir de crush? Mais c'est vrai que c'est rare, je crois que c'est la première fois que j'ai un crush sur un personnage aussi âgé. Alors peut-être parce que je vieillis, ma bonne dame, voilà, je vieillis comme tout le monde, mais c'est vrai qu'il a une vibe daron dans le texte qui est très présente, mais je trouve qu'il est... Je trouve que le père et le fils sont vraiment attachants, donc voilà. Pierre et toi, ils sont tellement classe, donc voilà. Mais en même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de crush littéraire, voilà. Mais souvent, j'ai des crushs littéraires dans les textes qui me plaisent. Et c'est vrai que en fantaisie adulte, j'en ai une liste, j'en ai une catégorie. Un jour, on pourra même faire un classement, du genre vraiment
tous les crushs, mais on en aura peut-être pour 3 heures de vidéo, tellement il y en a. Mais voilà, je les aime beaucoup et ça a été très difficile de les quitter. Voilà, et j'espère que je retrouverai certains personnages dans une suite, parce qu'il y a une suite qui est publiée aux États-Unis. Vous attendiez peut-être à du Rhysand de ma part, ou à tous ces failles séducteurs. Moi, ça ne m'intéresse pas, moi j'aime les gens qui souffrent. Voilà. Donc c'est un capital sympathie dans le texte que j'ai. Ensuite, un livre qui vous a fait pleurer. Pareil, alors je suis une petite fontaine, c'est-à-dire que vraiment quand je regarde les films et les séries, je vais être beaucoup plus à pleurer. Pleurer devant un livre, ça m'arrive un peu plus rarement, et c'est vrai que j'ai pas un mood à me forcer à lire des choses tristes. C'est quelque chose dont je me préserve pour ma santé mentale aussi, et c'est vrai que y en a un qui m'a tiré les larmes. Je m'y attendais pas forcément, surtout que c'est de la jeunesse, et je suis obligée de vous en parler parce que la façon dont c'est abordé, les thèmes qui sont abordés, je pense pourraient en faire pleurer plus d'un, et je trouve que c'est un tour de force. Je vous parle donc de Mémoire de la forêt. Alors vous allez trouver ça peut-être étonnant que je vous parle d'un livre de jeunesse, suivant un libraire renard qui dans le premier tome va faire la rencontre d'une tortue qui a Alzheimer. Déjà dans le premier tome, il y a une partie où t'as envie de chialer, vraiment parce que en fait les thèmes sont hyper bien abordés, hein. C'est un texte que je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais que j'ai adoré sur son ambiance d'animaux de la forêt, sur ce que ça raconte et la manière dont c'est raconté. Dans le tome 1, la maladie, on est plus ou moins sensible à ce sujet-là. Je fais partie des gens qui sont assez sensibles aux questions de maladie, comme beaucoup de gens, parce que c'est des bouquins qui vont vous parler. Je pense qu'on est dans une société où, bon, à part si vous ne vivez pas ça, et profitez-en, mais on a tous été confrontés potentiellement au décès de proches ou aux maladies de proches, et voilà, ça aborde la question, et la question d'Alzheimer est, je veux dire, une des maladies les plus horribles pour les proches, et vraiment ça a été un magnifique texte où en fait tu peux, à travers le texte pour enfants, parler de sujets difficiles et parler de sujets qui sont tellement bien que t'as envie de chialer. Dans celui-ci, c'est le tome 2. Alors, je vais pas pouvoir vous parler du sujet pour lequel j'ai pleuré, parce que ça va être spoilant, c'est une partie importante du texte. Mais dans ce tome 2, on va suivre donc notre cher petit renard qui est donc libraire, et un jour on va frapper à sa porte et un loup va lui dire qu'en fait la librairie ne lui appartient pas. Et tout va partir d'un secret de famille, une grande quête comme d'habitude. Et c'est vrai que déjà bon, c'est assez sympa sur les relations familiales, ça parle encore de la maladie avec le grand-père, déjà ça m'a achevé. Et on va dire le dernier quart du bouquin, j'ai eu envie de chialer pendant toutes les pages, parce que c'est une question qui est voilà, très importante dans nos sociétés, que ça touche énormément de gens, et que voilà, c'est affreusement triste parce que ça parle aussi du passé, des normes du passé, et voilà, donc l'histoire est très très belle, et à chaque fois c'est construit toujours avec des secrets. Le tome 3 sort donc au mois d'octobre, il me semble, avec une couverture très hivernale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est clairement un des meilleurs livres pour enfants que j'ai lu, et c'est un des livres qui m'a le plus touchée de ces dernières années par ses thématiques, et je pense qu'aussi ça touche des thématiques qui sont assez personnelles. Je pense que c'est pour ça que ça m'a touchée, mais c'est vrai que celui-ci est particulièrement mémorable là-dessus, et je trouve que c'est hyper important de faire lire ça aux enfants qui prennent conscience un peu des problèmes de société qui sont malheureusement encore le cas aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler de la lecture qui m'a fait du bien. Alors, extrêmement compliqué comme question, parce que je ne lis pas de feel good pour ma santé mentale, pas comme les livres tristes, mais c'est simplement que je suis pas très fan de ce genre. Franchement, même si j'ai très envie de lire, je pense que je vais m'en lire un, je pense cet été, si je vais en librairie prochainement. J'aimerais me lire du cozy mystery. C'est un genre qui mêle policier et trucs un peu légers, pas de chiclite, mais un peu léger, les types Agatha Raisin, parce que c'est quelque chose que j'ai regardé avec mes parents à la télé plus jeune, et c'est quelque chose que j'aime bien et que j'ai envie de tester parce que ça a l'air très chouette, et que souvent c'est dans des ambiances anglaises, et que je rêve d'être dans des ambiances anglaises en ce moment. Je vais vous présenter un livre qui a été une déception, je dois vous dire. J'en ai pas encore parlé en update lecture, mais vous le saurez en août, mais qui a été quand même une déception sur plusieurs points, et pourtant c'est en fait ce qu'on appelle de la cozy fantasy, qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment, c'est pas que ça m'a fait du bien, mais que c'est chill et que c'est sympa à lire.
je vous présente Legend et Latte de Travis Baldree, donc chez les éditions Inis. Alors, c'est un livre que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, c'est l'histoire d'une orque qui, bah voilà, elle fait son travail d'orque, c'est-à-dire elle est tabassée du monde, voilà, elle est un peu mercenaire jusqu'au jour où elle prend ses clics et ses claques, elle va ouvrir un café où on suit en fait toutes les étapes d'ouverture d'un café. Donc c'est très chill dans le sens que bah, c'est la création d'une petite entreprise, les personnages sont mignons, c'est très ouvert d'esprit, voilà, il n'y a rien de particulièrement violent, tout se finit bien, voilà. Après moi c'est pas forcément mon genre parce que je trouve que ça manque d'une crédibilité énorme sur plein de points. Après, c'est vrai que l'ambiance est doucereuse. La chose qui m'a plu aussi, c'est parler un petit peu de ce point de vue-ci parce que c'est original aussi, mais c'est l'ambiance café, cosy, un peu comme Mémoire de la forêt dans le sens qu'on a des personnages qui sont quasiment tous positifs, tout le monde s'aime bien, voilà, il n'y a pas de grandes difficultés et c'est rare de lire de la fantasy chill comme ceci. Vraiment, ça n'a même pas besoin d'être un livre de fantasy, ça pourrait être un livre où il n'y aurait pas de fantasy, ça changerait pas grand-chose à l'histoire, mais je trouve que sincèrement, c'est beaucoup de bruit autour de ce livre pour pas grand chose. Ça fait un peu fanfiction aussi, je crois que c'en était une aussi. C'est pas très bien écrit, mais le côté posé, chill est assez sympa. Ça m'a fait une pause, je l'ai lu pendant un salon où j'étais en mode pas de violence. C'est les vacances, voilà. Dans le sens que voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe et que je pense que pour des lecteurs ça peut être vraiment une lecture qui fait du bien, qui est doudou. Moi j'ai l'impression que c'est pas le genre de lecture. Je pense pas que je suis hermétique au genre parce que par exemple je trouve que des textes comme Terre-Mère sont bien plus réussis sur la cozy fantasy, mais c'est un truc qui va te permettre de faire une petite pause entre deux lectures, d'avoir un peu d'amour et de bonheur, voilà, c'est un peu niais et dans ce sens-ci c'est assez agréable, mais à mon sens c'est pas forcément une réussite en termes d'ouvrage, mais je vous en parlerai un peu plus en note de lecture, mais que ça soit le prix de l'ouvrage par exemple, que ça soit autant le prix de l'ouvrage que la qualité intérieure du texte fait que je me pose des questions sur le succès de celui-ci parce que sincèrement ne croyez pas que c'est comme ça qu'on gère une entreprise, je vous le dis parce que c'est un fantasme. Mais quand c'est un peu niais et dégoulinant de bonne humeur, mais c'est le genre, voilà, mais simplement c'est pas forcément ce que j'aime. Et enfin, c'est le plus beau livre que tu as acheté cette année. J'ai acheté de très beaux livres. Je pourrais par exemple parler de Forgotten Gods que j'ai acheté, qui est un recueil de peinture d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est plutôt tourné sur l'imaginaire. J'ai plutôt envie de vous parler d'un texte, je n'ai pas encore lu, mais je vais me le réserver, je pense, pour cet hiver. Mais c'est cette édition d'Othello. Regardez-moi la beauté de ce truc. C'est les illustrations de Julien Delval, dont j'adore le travail. C'est un illustrateur, par exemple pour ceux qui... Je vous en ai parlé très récemment, parce que c'est lui qui va illustrer la nouvelle publication de Brajon sur le Witcher, qui va sortir en août je crois. J'ai très envie. Donc Othello, voilà, c'est un texte que je n'ai jamais lu de William Shakespeare. Je suis très en retard sur mes lectures de William Shakespeare parce que je n'ai lu que de A à Z Roméo et Juliette, et j'ai lu des passages de Hamlet, mais j'ai pas pris le temps. Et c'est surtout un texte que je voulais lire en anglais, mais j'ai pas le niveau, et que Shakespeare en anglais, j'ai des amis qui sont anglophones, des gens qui ont vécu pendant longtemps aux États-Unis, et qui me disaient que en fait Shakespeare ça s'étudie même à la fac et à l'université, c'est un texte qui est très profond. Un illustrateur dont j'apprécie énormément le travail, là j'en ai profité un peu aux Imaginales, qui est pas grand monde cette année, pour le faire dédicacer. Alors je n'ai pas pu le voir de visu parce que je devais tenir le stand, mais comme je vous avais montré, j'ai eu une dédicace exceptionnelle. Voilà, mais ce que j'adore déjà c'est le travail éditorial sur le texte, parce qu'il est c'est vraiment, regardez, c'est vraiment très beau quoi. Les pages et tout, voilà, c'est magnifique. Mais c'est surtout le travail sur... ça rend peut-être pas bien la caméra, malheureusement à cause de la luminosité, mais les planches... L'Italie est magnifique hein, sous ce pinceau-là, mais c'est particulièrement... c'est particulièrement beau, et je trouve qu'il a une empreinte un peu de renaissance dans son travail, et j'ai très hâte de le lire et de le découvrir sur ce format qui est exceptionnel. Mais c'est, je pense, le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Regardez, franchement le travail est magnifique, et vraiment je pense que je vais me le réserver pour un peu cet automne. Voilà, mais regardez les...
bon, c'est pas juste de faire des choses aussi belles. Ça a été un petit peu un coup de cœur sur le travail éditorial de celui-ci. Après, j'aurais très bien pu vous parler d'Histoire nordique de Nuit que j'adore aussi. J'ai un problème avec les beaux livres, hein. Maintenant, c'est vrai que, tu vois, moi, tout ce qui est jaspe, tu vois, le Pont des Tempêtes, si je dois être assez claire, le jaspage, les trucs comme ça, je trouve que c'est pas trop dans mes goûts. Par contre, un beau livre comme ça, je trouve ça somptueux. J'aurais toujours plus de goût à acheter du très beau livre dans des grands formats, ce genre de choses, que des livres un petit peu type de Saxus que personnellement je trouve pas très beau. Je sais que c'est pas le cas de plein de gens, mais moi c'est pas du tout dans mes goûts. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bien avoir vos réponses en commentaire, savoir un petit peu ce qui vous a marqué, ce qui vous a déçu, vos beaux achats, tout ça pour me donner des idées, parce que je suis en train de faire un peu ma liste des prochaines lectures, et c'est vrai que j'aime bien avoir votre avis, hein, vous avez sûrement remarqué, mais je prends en considération quand même les lectures que vous avez aimées. Notamment, il y a des choses que j'ai envie de lire grâce à vous, par exemple Nord et Sud, que j'ai très envie de découvrir. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine